C'est un son qui rompt le silence des montagnes, un grondement métallique et rythmé qui résonne dans les canyons et s'échappe dans les vallées. Pour beaucoup, ce n'est que le bruit d'un poids lourd qui descend. Mais pour ceux qui sont au volant et qui connaissent la vérité qui se cache derrière, ce son n'est pas un bruit. C'est un soupir de soulagement. C'est le son de la physique apprivoisée. C'est le battement d'un cœur mécanique qui, au lieu de pomper de la puissance, pompe de la sécurité. Car ce rugissement caractéristique est la dernière ligne de défense avant que la chaleur ne réduise les freins en cendres, avant qu'une descente de 20 km ne se transforme en un compte à rebours incontrôlable. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement expliquer ce qu'est un frein Jake. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les entrailles d'un moteur diesel pour assister à une transformation radicale où la machine qui donne vie au camion devient, grâce à la volonté de ses ingénieurs et à l'expertise de son conducteur, l'encre la plus puissante qui soit. Une histoire qui montre comment le plus grand ennemi d'un moteur peut être, paradoxalement, le moteur lui-même. Le poids de la gravité. Imaginez un instant que votre responsabilité ne consiste pas à transporter un sac de course de la voiture à la cuisine. Imaginez que votre tâche consiste à déplacer une cathédrale d'acier, remplie jusqu'au dernier recoin, le long d'une route sinueuse qui serpente entre les montagnes. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est la réalité physique qui définit le monde du transport lourd. Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes prennent place aux commandes de l'une des machines les plus imposantes que l'humanité ait créées pour la route, et la première chose avec laquelle ils doivent composer n'est pas le moteur, ni la transmission, mais un concept abstrait et impitoyable, l'inertie. Il ne s'agit pas ici d'une pièce d'un camion, mais de l'ennemi auquel cette pièce doit faire face. Il s'agit de la force brute de la gravité, des limites de la physique telle que nous la connaissons, et du moment où un ingénieur, en regardant un moteur qui ne savait qu'accélérer, a eu une idée qui allait tout changer. Car pour comprendre pourquoi un camion a besoin de freiner avec son propre cœur, nous devons d'abord comprendre pourquoi ces freins conventionnels, aussi grands soient-ils, sont condamnés à perdre la bataille la plus importante. Un char de guerre sur la route. Pour nos sens, habitués au poids d'une voiture familiale, les chiffres du monde du transport lourd sont abstraits, presque irréels. Nous considérons une tonne, 2, peut-être 3, comme un poids considérable. Maintenant, multipliez cela par 20, par 30, par 40. Un camion remorque chargé de manière standard peut facilement transporter 40 tonnes. Sur de nombreuses routes et pour certains types de chargement, 60 tonnes ne sont pas rares. Et dans les limites autorisées, certaines configurations frôlent les 80 tonnes. Qu'est-ce que cela signifie? Donnons un corps à ce chiffre. 80 tonnes, c'est le poids approximatif d'une baleine bleue adulte, le plus grand animal qui ait jamais existé sur Terre. Cela équivaut à empiler plus de 50 voitures compactes les unes sur les autres. Pour utiliser une image qui évoque la puissance absolue, c'est le poids d'un char de combat Abrams M1 avec son blindage, son canon et son équipage. Imaginez maintenant ce colosse non pas sur des chenilles sur un champ de bataille, mais sur 18 roues en caoutchouc, glissant à 80 km/h sur une autoroute. Ou pire encore, imaginez-le au sommet d'un col de montagne, avec une pente de 8% qui se déploie devant lui comme une rampe de lancement vers la vallée. La physique est ici implacable et se résume en un mot, l'inertie. L'inertie est la rigidité de la matière, sa résistance au changement d'état de mouvement. Un objet au repos veut rester au repos et un objet en mouvement veut continuer à se déplacer dans la même direction et à la même vitesse, à moins qu'une force n'intervienne. La beauté et la terreur du camion résident dans son inertie titanesque. Mettre en mouvement cette masse d'acier et de marchandises nécessite une force colossale, générée par un moteur de plus de 500 chevaux. Mais l'arrêter, dompter cet élan, nécessite une force tout aussi brutale. L'énergie cinétique, qui n'est autre que l'énergie du mouvement, augmente avec le carré de la vitesse. Doubler la vitesse de votre voiture quadruple l'énergie que vos freins doivent dissiper pour l'arrêter. Maintenant, appliquez cela à une masse 80 fois plus grande. L'énergie accumulée dans une remorque chargée roulant à vitesse normale est d'une ampleur monstrueuse. Il ne s'agit pas seulement de freiner, mais d'essayer de contenir la chute d'un gratte-ciel miniature. Chaque fois qu'un chauffeur routier appuie sur la pédale de frein, il ne demande pas simplement un arrêt. Il déclenche une guerre microscopique contre l'une des forces fondamentales de l'univers. Et dans cette guerre, les soldats de première ligne, les freins à friction, ont un point faible mortel.
La bataille perdue des freins conventionnels. Les freins d'un camion, qu'il s'agisse des gigantesques tambours qui tournent avec les roues ou des disques massifs que l'on trouve sur les modèles plus modernes, sont des maîtres de la transformation. Leur travail consiste à prendre une forme d'énergie, l'énergie cinétique du camion en mouvement, et à la convertir en autre chose. Ils ne peuvent pas la détruire. L'énergie imitée est détruite. Elle est seulement transformée. Ce qu'ils font, c'est transformer ce mouvement imparable en chaleur. Friction. C'est le même principe que lorsque vous frottez vos paumes l'une contre l'autre pour les réchauffer. La résistance que vous ressentez, la chaleur qui est générée, c'est l'énergie de votre mouvement qui est dissipée. Dans un frein, une plaquette ou un segment est pressé avec une force hydraulique ou pneumatique contre un disque ou un tambour qui tourne avec la roue. Le frottement est violent, intense. Les métaux et les composites s'agrippent, résistent, et dans cette lutte microscopique, la vitesse de rotation diminue. L'énergie du mouvement quitte le camion et est transférée aux matériaux du frein sous forme de température. C'est là que réside le paradoxe, le piège mortel de ce système apparemment parfait. La chaleur est à la fois le produit de son travail et son bourreau. Les matériaux de friction sont conçus pour fonctionner dans une plage de température optimale. Mais dans une descente prolongée, le freinage n'est pas un événement ponctuel, c'est une demande constante. Le conducteur doit maintenir une pression presque continue sur la pédale pour empêcher la gravité d'accélérer l'ensemble. C'est comme essayer de descendre une pente raide en voiture en gardant le pied sur le frein. Les freins n'ont pas le temps de dissiper la chaleur qu'ils génèrent dans l'air, car ils en produisent davantage plus vite qu'ils ne peuvent en libérer. La température s'accumule. Et lorsqu'elle dépasse un seuil critique, le phénomène connu sous le nom de fading ou affaiblissement des freins se produit. C'est un nom trompeusement rassurant pour une situation purement terrifiante. Ce qui se passe, c'est que les matériaux, soumis à une chaleur extrême, commencent à se dégrader. Les plaquettes peuvent commencer à libérer des gaz qui créent une couche isolante entre elles et le disque, réduisant considérablement la friction. Les disques ou les tambours, chauffés au rouge, peuvent se déformer. En conséquence, le conducteur, qui appuie sur la pédale avec la même force, sent la résistance disparaître. La pédale devient molle, spongieuse, comme s'il appuyait sur du coton. La force de freinage s'évapore. Au lieu de ralentir, le camion commence à accélérer. À ce moment-là, le conducteur est confronté à une réalité terrifiante. Ses principaux outils de contrôle, sur lesquels il a compté toute sa carrière, l'ont trahi. La friction, cette force quotidienne qui nous permet de marcher et de saisir des objets, a atteint sa limite absolue. Une longue descente de montagne, pour un camion lourd, n'est pas un trajet. C'est un four mobile qui met les freins à rude épreuve jusqu'à leur destruction. Et c'est dans ce précipice technique que l'intuition nous joue un mauvais tour, car elle nous fait croire qu'il existe un allié caché qui, dans le cas du camion, n'a jamais été là. L'illusion de l'intuition, pourquoi votre voiture freine avec le moteur et pas un camion? Si vous avez déjà conduit une voiture à transmission manuelle sur une route de montagne, vous connaissez l'astuce. Au lieu de malmener les freins dans une longue descente, vous passez à une vitesse inférieure. Vous relâchez l'accélérateur et, immédiatement, vous sentez le véhicule freiner tout seul, comme si une main invisible le tirait vers l'arrière. Le moteur semble grogner, le régime moteur augmente et la vitesse est magiquement contenue. Notre intuition nous dit « le moteur freine ». Et nous avons raison. Mais ce que notre intuition ne nous dit pas, c'est pourquoi notre moteur à essence peut faire cela. Et pourquoi le cœur d'un camion, un moteur diesel, est fondamentalement incapable de le faire naturellement. Comprendre cette différence est la clé qui ouvre la porte à toute la technologie que nous allons explorer. Dans un moteur à essence, le contrôle de l'air entrant dans les cylindres est assuré par une soupape appelée papillon. Il s'agit littéralement d'un volet que l'accélérateur ouvre ou ferme. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le papillon s'ouvre et laisse entrer plus d'air, et l'ordinateur injecte le carburant correspondant. Lorsque vous relâchez l'accélérateur en prise, le papillon se ferme presque complètement. Le piston, cependant, continue à monter et à descendre, entraîné par les roues via la transmission. Dans sa course d'admission, il tente d'aspirer de l'air, mais se heurte au papillon fermé. Cela crée un vide partiel à l'intérieur du cylindre. Lors des courses suivantes, ce vide, ce manque d'air, devient une résistance formidable. Le piston doit lutter contre la succion qu'il a lui-même générée.
C'est comme essayer de déplacer le piston d'une seringue avec le doigt en bouchant l'embout. Cela demande beaucoup d'efforts. Cette lutte est une énergie qui est volée au mouvement du véhicule. Le moteur cale, cesse d'être un générateur et se transforme en une pompe à vide qui freine les roues. C'est un freinage doux, progressif et gratuit. Maintenant, entrez dans la cabine d'un camion à moteur diesel. Sa philosophie est différente. Un diesel traditionnel, en particulier ceux à aspiration naturelle qui ont dominé les routes pendant des décennies, n'a pas de papillon dans l'admission. Sa conception est d'une voracité brutale, il veut tout l'air qu'il peut avaler, tout le temps. L'air entre librement, sans restriction. La puissance est contrôlée uniquement en variant la quantité de carburant injecté. Lorsque le conducteur d'un camion relâche l'accélérateur dans une descente, il ne fait que couper l'injection de diesel. Mais les pistons continuent à monter et descendre, entraînés par les roues, et à chaque course d'admission, ils se remplissent d'air à la pression atmosphérique sans aucun effort. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de lutte. Le résultat est aussi simple qu'effrayant. Le moteur diesel, déconnecté du carburant, devient un ensemble de pièces presque libres. Il offre une résistance minimale, comparable à celle d'un compresseur d'air très efficace. Il ne freine pas. Il permet au camion de rouler en descente avec une liberté presque totale, comme un wagon de train sans locomotive sur une pente. C'est là que se pose la dichotomie fondamentale. Le moteur diesel est un fantastique générateur de force de traction, sans égal. C'est un titan qui déplace des montagnes. Mais en tant que système de freinage, à l'état naturel, il est inutile. Cette contradiction inhérente transforme chaque grande descente en un acte de foi dans des freins à friction qui, comme nous l'avons vu, ont une capacité limitée. C'est le vide qu'il faut combler. C'est le problème qui réclame une solution ingénieuse. Et c'est dans ce scénario que l'expérience du conducteur se transforme en cauchemar. Le cauchemar du conducteur de montagne. Mettons-nous à leur place un instant. Il ne s'agit pas d'un exercice d'imagination, mais de reconstruire la mémoire collective de milliers de professionnels avant que la technologie ne vienne à leur secours. Vous avez franchi le col. Le moteur a rugi pendant des kilomètres, cylindre après cylindre, injectant sa puissance brute pour vaincre la gravité. Vous arrivez au sommet, vous passez à une vitesse inférieure, et devant vous s'ouvre la vallée, avec la route qui serpente vers le bas comme une cicatrice dans la montagne. Les premiers mètres sont un soulagement. Le moteur se repose. Mais après quelques secondes, le compteur de vitesse, qui avait baissé, recommence à grimper. La gravité, silencieuse et imparable, est en train de gagner. Vous appuyez légèrement sur le frein. L'aiguille descend. Vous relâchez. Quelques minutes plus tard, le rythme s'accélère. Les freinages deviennent plus fréquents, la pression sur la pédale plus longue. Vous commencez à sentir une odeur douceâtre et pénétrante qui s'infiltre par les grilles d'aération. C'est l'odeur du revêtement des plaquettes de frein qui brûle. C'est une odeur d'avertissement. Votre pied droit ne quitte plus la pédale. Vous maintenez une pression constante, cherchant le point idéal où la vitesse reste stable. Mais l'aiguille du compteur de vitesse est traîtresse. Elle monte légèrement. Vous appuyez plus fort sur la pédale. La vitesse est maintenue, mais vous sentez maintenant quelque chose de différent. Là où il y avait auparavant une résistance ferme, il y a maintenant une imprécision. La pédale s'est enfoncée un peu plus que d'habitude. Sa réponse est moins immédiate. C'est le fading. Votre cerveau, entraîné à cela, commence à calculer en temps réel. Il vous reste 10 km de descente. Une odeur de métal brûlé se fait sentir. Dans le rétroviseur gauche, vous pouvez voir de fines colonnes de fumée bleutée s'échapper des tambours des roues arrière. La chaleur est si intense qu'elle brûle la poussière et les résidus d'huile. Vos mains sont moites sur le volant. Chaque virage approche comme un examen. Les freins tiendront-ils le coup pour celui-ci? Et pour le suivant? Vous savez que si vous appuyez trop longtemps, les freins peuvent lâcher complètement. Si vous n'appuyez pas assez, la vitesse vous échappera. C'est un équilibre sur une corde raide, où l'abîme est peinte aux couleurs du garde-corps. Ce n'est pas une scène tirée d'un film catastrophe. C'était, et dans certains cas cela peut encore être, la réalité d'une descente mal planifiée ou avec un équipement à la limite. La tension dans la cabine est palpable, un silence seulement rompu par le bruit de la route et les battements de votre propre cœur. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin d'une ancre.
Vous avez besoin d'une force qui vous aide à soutenir ce colosse, qui ne dépende pas de l'usure et de la chaleur. En substance, vous avez besoin que le géant qui se trouve devant vous, le moteur, cesse d'être un spectateur passif et se mette à travailler en votre faveur. Ou plutôt, contre la gravité. Ce cri désespéré de l'ingénierie a été entendu, et la réponse n'est pas venue de l'ajout d'un élément exte, mais d'une idée aussi brillante que contre-intuitive. Si le moteur ne freine pas tout seul, il faudra le forcer à le faire. Naissance d'une idée révolutionnaire. S'il ne freine pas, forcez-le à freiner. La solution ne pouvait pas consister simplement à agrandir les freins. Il y avait une limite physique et spatiale. Il ne pouvait pas non plus s'agir d'un système électrique ou hydraulique indépendant consommant l'énergie du moteur, car cela aurait été contre-productif. La réponse devait être élégante, efficace et provenir de l'essence même de la machine. C'est ainsi qu'est né le concept de frein moteur ou ralentisseur. L'idée générale est d'une beauté logique écrasante. Au lieu de lutter contre la nature du moteur, utilisez-la contre lui. Tirez parti de sa propre architecture, de son cycle de travail, de sa masse et de son mouvement pour créer une résistance. Il ne s'agit pas d'ajouter un nouveau frein au camion. Il s'agit de reconfigurer temporairement le moteur pour qu'il cesse d'être un propulseur et devienne un obstacle. Imaginez un enfant poussant une balançoire. Vous lui donnez l'élan nécessaire pour qu'il se mette en mouvement. C'est le moteur en mode traction. Maintenant, l'enfant freine la balançoire en tendant les pieds et en les traînant sur le sol. Il utilise son propre corps et sa connexion avec la balançoire pour arrêter le mouvement. C'est essentiellement ce que fait un frein moteur. Il transforme le moteur en pied qui frotte le sol pour freiner la balançoire, qu'est le camion. Et dans l'histoire de cette révolution, un nom s'écrit en lettres majuscules, Jacobs Vehicle Systems. Au milieu du XXe siècle, ces ingénieurs n'ont pas regardé un moteur diesel et n'y ont vu qu'un générateur de puissance. Ils ont regardé à l'intérieur de ce bloc de fer en fonctionnement, ont observé la violence contrôlée de ses pistons, la pression extrême dans ses cylindres, et ont vu autre chose. Ils ont vu le potentiel de confinement. Ils ont vu qu'au moment de la compression maximale, lorsque l'air est comprimé à des limites extrêmes, il y avait une énergie stockée qui, si elle était libérée différemment, ne pousserait pas le camion vers l'avant, mais le retiendrait. Ils n'ont pas inventé un nouveau frein. Ils ont découvert que le frein avait toujours été là, latent, dans le cycle à 4 temps, attendant d'être activé. Ce système spécifique, le plus célèbre et le plus répandu, est connu sous plusieurs noms. Frein à compression, frein Jake, d'après Jacobs, ou Jake Brake. Leur proposition était si radicale qu'elle semblait relever de la science-fiction. Sans toucher au frein traditionnel, sans plaquette ni disque, le conducteur pouvait, à l'aide d'un simple interrupteur, ordonner au moteur de se transformer en un gigantesque compresseur d'air qui volait l'énergie du mouvement du camion. Mais transformer un moteur à explosion en un gigantesque compresseur d'air ne se faisait pas en appuyant simplement sur un bouton. Il fallait modifier l'un des moments les plus critiques et les plus violents à l'intérieur du cylindre, intervenir dans la chorégraphie parfaite de l'admission, de la compression, de la combustion et de l'échappement. En d'autres termes, il faudrait apprendre au moteur à s'auto-saboter. Et pour comprendre comment réaliser cet exploit technique, nous devons quitter la montagne et ses dangers, et nous enfoncer dans le sanctuaire même où la magie, ou plutôt la physique pure, opère. Nous devons descendre au cœur du fer, dans le cylindre, et assister au rugissement du frein qui naît de l'intérieur. L'anatomie d'un frein vivant. Le moteur diesel est un chef-d'œuvre de violence contrôlée. À l'intérieur de son bloc en fonte, dans des chambres scellées et baignées d'huile, se déroule, des milliers de fois par minute, un conflit primordial entre la pression, la chaleur et le mouvement. C'est un conflit qui, lorsqu'il est orienté dans une direction, produit l'avance imparable d'un camion. Mais il existe un interrupteur, une idée, qui peut détourner cette violence vers un objectif opposé. Partons maintenant pour un voyage à l'intérieur de ce miracle. Nous abandonnons l'échelle épique des montagnes et des poids titanesques pour nous concentrer sur le microcosme où tout se passe. C'est ici, dans un espace de quelques centimètres cubes, dans le trajet de quelques centimètres d'un piston, qu'un moteur cesse d'être au service de l'accélération pour devenir le maître du freinage. Nous allons assister, étape par étape, à la mise en œuvre du coup d'état mécanique le plus brillant de l'ingénierie automobile. Comment le rugissement de la puissance se transforme en rugissement du contrôle. Les 4 temps d'un moteur diesel, révision ciblée.
Avant de modifier le rythme, nous devons connaître la chanson originale. Le cycle à 4 temps d'un moteur diesel n'est pas une séquence arbitraire, c'est une danse parfaite, un rituel de conversion de l'énergie chimique en mouvement mécanique. Imaginons un seul cylindre. Le piston est son athlète, un coureur qui ne se déplace qu'en ligne droite, de haut en bas, à l'intérieur de son cylindre. Le premier mouvement est l'admission. Le piston commence sa course vers le bas. C'est un mouvement d'aspiration, d'ouverture. Une soupape dans la tête du cylindre s'ouvre et l'air, pur et dense, est aspiré de l'extérieur. Le cylindre se remplit. Il n'y a pas de restriction, pas de papillon. C'est une bouffée profonde et vorace de l'atmosphère. Vient ensuite le deuxième temps, celui de la compression. Le piston, ayant atteint le fond, inverse sa course et commence à remonter. Les deux soupapes, celle d'admission et celle d'échappement, sont hermétiquement fermées. L'air emprisonné n'a nulle part où s'échapper. À mesure que le piston remonte, l'espace se réduit. L'air est comprimé, tassé, compressé à une fraction de son volume d'origine. La pression monte en flèche. La température, conséquence inévitable de la compression, augmente de façon spectaculaire. C'est un moment critique. Le piston accomplit un travail monumental. Il investit de l'énergie mécanique, provenant de l'inertie du vilebrequin ou d'autres cylindres, pour stocker de l'énergie potentielle sous forme d'air à haute pression et à haute température. C'est comme comprimer un ressort géant jusqu'à sa limite. Toute la force de la montée du piston se transforme en une pompe à pression prête à exploser. Le troisième acte est la combustion, ou explosion. Juste avant que le piston n'atteigne le point le plus haut de sa course, le point mort haut, une pulvérisation très fine de carburant diesel est injectée directement dans cette chambre d'air ultra chaude et ultra comprimée. Aucune étincelle n'est nécessaire. L'environnement est si hostile que le carburant s'enflamme spontanément, de manière contrôlée mais violente. L'explosion qui en résulte n'est pas un coup sec, mais une expansion de gaz brûlant qui pousse la tête du piston vers le bas avec une force titanesque. C'est la libération du ressort. Toute l'énergie potentielle stockée dans la compression, plus l'énergie chimique du carburant, se transforme alors en une puissante poussée qui fait tourner le vilebrequin et, finalement, les roues. C'est le battement qui donne vie au camion. Enfin, la quatrième phase, l'échappement. Le piston, poussé par l'inertie du vilebrequin et la poussée des autres cylindres, remonte. Cette fois, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston agit comme un expulseur, balayant les gaz déjà brûlés, désormais inutiles, hors du cylindre et les envoyant vers le collecteur d'échappement. Le cylindre se purge, se prépare. Et lorsque le piston atteint à nouveau le haut de course, la soupape d'échappement se ferme, celle d'admission s'ouvre, et le cycle recommence. Admission, compression, combustion, échappement. C'est le mantra mécanique, le rythme vital qui fait tourner le monde. C'est la normalité. Mais que se passerait-il si, au moment le plus tendu, au point culminant de la compression, nous changions les règles? Le coup d'état mécanique, interrompre le rythme vital. Imaginez la scène à l'intérieur du cylindre pendant la phase de compression. Le piston est dans sa phase ascendante finale. L'air est comprimé contre la tête du cylindre. La pression est de plusieurs centaines de livres par pouce carré. La température dépasse les 500 degrés Celsius. Le piston est à 1 millième de seconde d'atteindre le point mort haut, le moment où, dans le cycle normal, l'injecteur déclencherait sa charge de carburant pour déclencher la combustion. L'énergie potentielle stockée est maximale. C'est le moment de tension maximale, juste avant la libération. À présent, activez le frein Jake. À ce moment précis, un signal électrique est envoyé à un solénoïde. Celui-ci actionne à son tour un mécanisme hydraulique ou pneumatique qui accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre la soupape d'échappement. Pas celle d'admission, mais celle d'échappement, la porte de sortie. Et il l'ouvre non pas à la fin du cycle, mais au pic même de la compression. L'analogie est parfaite. C'est comme si vous gonfliez un ballon de toutes vos forces. Vous avez soufflé et soufflé, le ballon est tendu, rempli d'air comprimé, sur le point d'éclater. Au moment où vous allez le nouer pour que toute cette énergie comprimée reste stockée, vous lâchez l'embout. Que se passe-t-il? Un violent souffle d'air s'échappe, le ballon est projeté de manière erratique dans la pièce, et toute l'énergie que vous avez investie pour le gonfler se dissipe en un instant de chaos sonore. Il n'y a pas de poussée utile, seulement un gaspillage de force.
C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du cylindre. Lorsque vous ouvrez la soupape d'échappement au point mort supérieur de la compression, l'air sous pression brutale n'a pas à attendre que le piston descende sous l'effet d'une explosion. Il s'échappe immédiatement, violemment, vers le collecteur d'échappement. Le piston, qui avait été poussé avec beaucoup d'efforts pour créer cette pression, atteint son point le plus haut et, au lieu de recevoir la puissante poussée de la combustion, constate que la pression sous lui a disparu. Elle a été libérée. Il n'y a plus de force pour le pousser vers le bas. Pire encore, lors de son mouvement suivant, le piston doit entamer sa course descendante, mais il le fait désormais dans un cylindre où la pression est bien inférieure à la normale, presque atmosphérique. Il n'y a pas de coussin de gaz en expansion, il y a presque un vide. Il en résulte que la descente du piston, loin d'apporter de l'énergie, devient un mouvement qui en extrait. Du générateur au consommateur, le moteur qui avale sa propre force. Maintenant, multipliez cet effet par 6, 8, 10, 12 cylindres fonctionnant dans une séquence parfaitement coordonnée par le vilebrequin. Dans le cycle normal, chaque cylindre, au moment de la combustion, donne une puissante poussée au vilebrequin, contribuant à l'accélérer et par conséquent à accélérer le camion. Lorsque le frein Jake est activé, chaque cylindre, pendant son temps de compression modifié, donne un coup. La séquence change, au lieu de pousser, 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 des cylindres en combustion. Nous avons coup, 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 des cylindres qui volent de l'énergie. D'où vient l'énergie nécessaire pour effectuer ce travail de compression qui se termine par une explosion inutile? Elle provient du mouvement du camion lui-même. Les roues, roulant en descente sous l'effet de la gravité, tournent. Cette rotation est transmise par le différentiel et la boîte de vitesse au vilebrequin du moteur. Le vilebrequin, à son tour, force les pistons à monter pour effectuer la compression. C'est un cercle parfait de consommation d'énergie. L'inertie du camion en descente fournit la force nécessaire à l'U-moteur pour effectuer un travail, comprimer l'air, qui, étant saboté au dernier moment, ne restitue pas d'énergie, mais la dissipe sous forme de chaleur et de bruit dans l'échappement. Le moteur cesse d'être le chef, le fournisseur. Il devient le plus grand ennemi interne du mouvement. C'est un lest actif, une ancre interne dont les pistons ne sont plus des propulseurs, mais des pompes de freinage. Il cesse de convertir le carburant en mouvement et commence à convertir le mouvement en bruit et en chaleur. C'est pourquoi le nom technique, frein à compression, est si exact. Le freinage ne se produit pas lors de l'explosion, mais lors de l'acte même de compression de l'air, puis de gaspillage de cette compression. Il s'agit d'un freinage par sabotage du cycle de production. Les commandes du dompteur. Comment le conducteur invoque le frein. Dans la cabine, l'invocation de cette force n'est pas un acte magique, mais une danse précise avec la machine. Il ne suffit pas de vouloir freiner. Il faut créer les conditions pour que le moteur accepte son nouveau rôle. Tout d'abord, il y a l'interrupteur dédié, souvent marqué d'un symbole représentant une feuille d'arbre stylisée par Jacobs, ou des mots « engine brake » ou « Jake ». Cet interrupteur n'est pas une pédale, c'est un commutateur qui prépare le système, qui indique à l'ordinateur et aux actionneurs hydrauliques d'être prêts. Mais activer l'interrupteur ne suffit pas. Le conducteur doit remplir deux conditions physiques essentielles, un rituel en 2 étapes qui est la clé de tout. Premièrement, le pied doit être complètement retiré de l'accélérateur. Cela est logique. Si du carburant est injecté, le moteur revient à son cycle de combustion normal et le frein est désactivé. Deuxièmement, et c'est le plus important, la pédale d'embrayage doit être relâchée et la transmission doit être enclenchée dans un rapport. C'est ce point qui déconcerte les non-initiés. La raison est fondamentale, le frein Jake ne fonctionne que si le moteur est mécaniquement relié aux roues. Si vous appuyez sur l'embrayage, vous désengagez la transmission. Le moteur tourne alors librement, sans charge, et les roues tournent librement. Il n'y a plus de connexion. Le moteur peut essayer de comprimer et de libérer, mais comme il n'est pas contraint de faire monter les pistons par l'inertie du camion, mais uniquement par sa propre énergie cinétique, l'effet est minime et se perdrait rapidement. C'est comme essayer de freiner un camion en poussant l'air devant soi. Le frein Jake a besoin que le camion pousse le moteur pour que celui-ci puisse résister. C'est pourquoi le conducteur choisit un rapport bas, relâche l'accélérateur, relâche l'embrayage et le système se met alors en marche. C'est une danse, interrupteur on, pied hors de l'accélérateur, embrayage relâché, rapport engagé. Les niveaux, low, medium, high,
des systèmes modernes ne correspondent généralement plus au nombre de cylindres, mais à l'intensité de l'ouverture de la soupape ou au moment où elle s'ouvre. Mais l'idée est la même, contrôler l'agressivité du frein interne. Low est un murmure de retenue. High est un grognement féroce de freinage. Le conducteur module cela en fonction de la pente et du poids, en cherchant le point idéal où la vitesse reste constante sans toucher la pédale de frein. L'orchestre du vacarme, pourquoi cela ressemble-t-il à un dieu en colère? Et nous en arrivons au bruit. Ce grondement métallique, martelant, qui caractérise la descente d'un poids lourd. Ce n'est pas le bruit de la combustion. Nous avons déjà coupé l'injection de carburant. C'est le bruit de l'explosion de l'air. Repensez au ballon. Le pop qu'il fait lorsqu'on le lâche est la libération soudaine d'air comprimé provoquant une onde de choc sonore. À l'intérieur du collecteur d'échappement d'un camion, ce pop se produit, mais de manière contrôlée et séquentielle, cylindre après cylindre, des dizaines de fois par seconde. L'air comprimé à des pressions extrêmes est libéré d'un coup par la soupape d'échappement ouverte. Il frappe les parois du collecteur, se dilate violemment et crée une onde sonore de basse fréquence mais d'une intensité brutale. C'est un bruit sourd et sec. Au niveau high, où tous les cylindres interviennent, la séquence de ces détonations est si rapide et puissante qu'elle se fonde en un tat-tat-tat-tat continu, un martèlement mécanique qui résonne dans le paysage. C'est le son de l'énergie cinétique du camion qui est broyé, cylindre après cylindre, en pure acoustique. Ce n'est pas un son d'effort, c'est le son de l'effort annulé. C'est la bande sonore de la physique forcée à fonctionner à l'envers. Et c'est en raison de cette puissance sonore, de cette déclaration acoustique de force contenue, que le Jake Brake est interdit dans tant de zones urbaines et résidentielles. Ce n'est pas un caprice. Le bruit peut facilement dépasser les 100 décibels, ce qui est comparable à une tronçonneuse ou à un concert de rock. Dans le calme de la nuit, dans un quartier résidentiel proche d'une route, ce vacarme n'est pas le son de la sécurité, c'est une pollution sonore intolérable. Les panneaux No Engine Brake, frein moteur interdit, ou compression brake prohibited, frein à compression interdit, ne sont pas là par haine de la technologie, mais comme un pacte de coexistence. Ils rappellent que cette formidable puissance, née dans le cylindre, a un écho qui s'étend bien au-delà de la route. Maîtriser ce rugissement n'est toutefois que la moitié de l'art. Car entre des mains inexpérimentées, ou dans de mauvaises conditions, cette force qui sauve des vies peut, en un instant, semer le chaos sur la route. La frontière entre le contrôle et le désastre est aussi mince qu'une couche de glace sur l'asphalte. Car le Jake Brake, aussi brillant soit-il, n'est pas une puissance omnipotente. Il est soumis à des règles strictes, à des limites dangereuses et à un contexte de S dans lequel son utilisation devient un acte de haute précision, où une erreur de timing ou de jugement peut faire basculer le camion sur lui-même ou le faire déraper de manière incontrôlable. Le troisième acte de cette histoire ne porte pas sur le pouvoir, mais sur la responsabilité qui accompagne son utilisation. La stratégie de la descente parfaite, ce n'est pas seulement un bouton. Pour le conducteur novice, le frein Jake est un bouton qui freine. Pour le professionnel, c'est un outil de gestion de l'énergie. La différence entre ces deux concepts est ce qui distingue une descente contrôlée d'une situation d'urgence. La stratégie commence bien avant la première pente. Un conducteur expérimenté, lorsqu'il approche d'une longue descente, évalue la situation. Il évalue son chargement, calcule la pente à partir des panneaux ou de sa connaissance du terrain et sélectionne le rapport avant de commencer la descente. La règle d'or est la suivante, entrer lentement, sortir lentement. Il choisit un rapport suffisamment bas pour que le moteur, avec le Jake activé, puisse maintenir une vitesse sûre sans avoir à utiliser les freins de service. L'erreur courante consiste à activer le Jake lorsque le contrôle de la vitesse a déjà été perdu, lorsque le camion accélère et que le frein moteur est utilisé comme solution de dernier recours. C'est la recette idéale pour l'usure et la perte de contrôle. La procédure correcte consiste à aborder la descente à une vitesse modérée, à activer le Jake au niveau approprié, généralement élevé, et à laisser sa force de retenue équilibrer la force de gravité dès le début. L'objectif n'est pas de réduire considérablement la vitesse, mais d'empêcher qu'elle augmente. Ici, les freins de service, à friction, jouent un nouveau rôle. Ils ne sont plus le système principal, mais deviennent un système de réglage fin. Le conducteur les utilise par impulsion courte et ferme pour réduire la vitesse de quelques kilomètres à l'heure si nécessaire, ou pour préparer un virage serré.
L'analogie parfaite est celle d'un réservoir d'eau percé d'un trou. Le frein Jake est le robinet qui s'ouvre pour égaliser le débit entrant, maintenant ainsi le niveau constant. Les freins à friction sont le doigt qui bouche momentanément le trou pour réduire légèrement le niveau s'il monte trop. L'un sert à la contention continue, l'autre à la correction ponctuelle. Cette stratégie préserve la température des freins, maintient le contrôle et transforme une descente stressante en une procédure méthodique et sûre. C'est la chorégraphie du professionnel. Les 3 péchés capitaux du Jake Brake, où le salut devient une menace. Cependant, même la meilleure chorégraphie peut échouer si l'on ignore le contexte. Le Jake Brake présente 3 limites fondamentales qui, si elles sont négligées, transforment le sauveur en bourreau. L'essieu traître, le Jake Brake n'agit que sur l'essieu moteur, c'est-à-dire sur les roues qui sont entraînées par le moteur, généralement les roues arrière du tracteur. La remorque, avec ses multiples essieux, n'est pas affectée. Sur une ligne droite et sur une chaussée sèche, cela ne pose pas de problème. Mais dans un virage ou sur une surface glissante, pluie, verglas, gravier, cela crée une situation d'instabilité critique. En freinant uniquement les roues arrière du tracteur, celui-ci a tendance à ralentir légèrement avant la remorque. La remorque, avec son immense inertie, pousse le tracteur par l'arrière. Si le tracteur n'est pas parfaitement aligné, cette poussée peut faire déraper l'arrière du tracteur ou faire plier l'ensemble en formant un V. C'est le redoutable jackknife ou coup de couteau, où la remorque pivote sur le tracteur, bloquant la route et se renversant souvent. C'est pourquoi, dans les virages prononcés ou dans des conditions de faible adhérence, le conducteur expérimenté désactive le Jake et se fie à des impulsions douces et régulières des freins de service qui agissent sur tous les essieux du train. Le silence mortel, bas régime. Le frein Jake nécessite que le moteur tourne à plein régime, généralement au-dessus de 1200 ou 1500 tours par minute, afin que la compression soit suffisamment puissante et que le moteur ait l'inertie nécessaire pour ne pas s'arrêter. Activer le Jake à un régime trop bas, par exemple dans un rapport très élevé à faible vitesse, peut avoir un effet catastrophique. Il étouffe le moteur. La résistance qu'il génère est si importante que le moteur s'arrête tout simplement. Et lorsqu'un moteur diesel s'arrête, tout s'arrête. La direction hydraulique devient lourde comme un roc et, plus grave encore, la pompe à air qui maintient la pression des freins pneumatiques cesse de fonctionner. En quelques secondes, le conducteur peut se retrouver sans direction assistée et, pire encore, sans frein pneumatique, en pleine descente. C'est l'une des situations les plus dangereuses imaginables au volant d'un camion. L'ennemi invisible, le moteur froid et le manque d'huile. Le frein Jake soumet le moteur à des contraintes extrêmes, similaires à celles de la combustion, mais sans l'effet lubrifiant et réfrigérant du carburant brûlé. L'huile est le sang qui lubrifie et extrait la chaleur des composants. Utilisez le frein Jake avec un moteur froid lorsque l'huile est épaisse et ne circule pas de manière optimale, ou avec un niveau d'huile bas, revient à signer l'arrêt de mort des roulements, des pistons et des cylindres. Le métal frotte contre le métal sans protection adéquate, générant une chaleur abrasive qui ne se dissipe pas. Les dommages peuvent être graves et très coûteux, usant prématurément le cœur même de la machine que l'on tente de protéger. Au-delà du Jake, l'univers des retardateurs. Le frein Jake, bien qu'emblématique, n'est pas seul dans sa mission. Il est le patriarche d'une famille de technologies connues sous le nom générique de retardateurs ou freins de maintien, chacune ayant sa propre philosophie. Les retardateurs hydrodynamiques, parfois appelés freins à eau, bien qu'ils utilisent de l'huile, sont un système complètement indépendant, couplé à la transmission. Leur principe est élégant. Un rotor tourne à l'intérieur d'une chambre remplie d'huile. Lorsqu'il est activé, l'huile est projetée contre les pales du rotor et la résistance au mouvement de ce fluide dense génère une force de freinage massive et progressive. Il est exceptionnellement doux et puissant, idéal pour les très longues descentes, mais il ajoute du poids, de la complexité et du coût. Les ralentisseurs électromagnétiques, ou freins électriques, utilisent le magnétisme. Un électroaimant freine un disque métallique qui tourne avec l'arbre de transmission, sans contact physique, générant une résistance propre et réglable électroniquement avec une précision millimétrique. Ils sont courants dans les bus et les camions de livraison. Il existe même des systèmes de freinage par échappement qui placent un clapet dans l'échappement pour créer une contrepression, étouffant le moteur et volant l'énergie des gaz d'échappement.
À l'avant-garde, dans les camions haut de gamme tels que les camions longue distance européens, se trouve la combinaison intelligente. Un moteur peut être équipé d'un frein Jake pour le freinage primaire et d'un ralentisseur hydrodynamique ou électromagnétique intégré à l'essieu arrière ou à la transmission pour une puissance supplémentaire et une douceur extrême. Le conducteur dispose d'une commande qui orchestre tous ces systèmes à la fois, créant une puissance de freinage moteur qui peut dépasser, en termes de force de retenue, la puissance de traction du moteur lui-même. L'évolution électronique, quand la puce prend le contrôle. L'avenir est déjà présent dans les cabines les plus modernes, et il s'appelle l'intégration. L'unité de contrôle du moteur, ECU, ne gère plus seulement l'injection. Désormais connectée à des capteurs de pente, au GPS, au radar et au contrôle de stabilité, elle devient le pilote automatique du freinage moteur. Des systèmes tels que la descente automatique en pente permettent au conducteur de fixer une vitesse cible. Le CU, détectant la pente grâce au GPS ou à un capteur inclinomètre, active automatiquement le frein Jake et module son intensité, et le U change même de vitesse si nécessaire, pour maintenir exactement cette vitesse, sans que le conducteur n'ait à toucher aucune pédale. Plus intelligent encore, le système peut désactiver automatiquement le Jake Brake lorsqu'il détecte un virage serré, grâce au GPS ou à un capteur d'angle de braquage, afin d'éviter toute instabilité et le réactiver à la sortie du virage. Il peut moduler l'intensité en fonction du poids brut du véhicule, calculé par les capteurs de suspension. Le conducteur n'est plus un opérateur, mais un superviseur, un stratège qui délègue l'exécution technique à un système électronique infaillible et qui ne se fatigue jamais. Le rugissement du Jake n'est plus seulement un ordre manuel, c'est la réponse d'un système nerveux numérique qui perçoit le monde et réagit pour maintenir l'équilibre.